grand sujet, notre sujet plat de résistance. Je commence avec vous, Okosisi Baba Nicolo. Alors, la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle pèse aujourd'hui? Elle a tenu son sommet hier à Accra. Vous avez très bien suivi que Macky Sall a dû justement apporter un peu, comme on le dit communément, un peu de bémol dans cette affaire de sanctions. La CEDEAO qui ne sanctionne donc pas le Burkina Faso, la CEDEAO qui dit que les sanctions pour le Mali ne concernent pas les produits de première nécessité. Ça, c'est une curiosité dans ces sanctions alors qu'elles étaient totales. Mais que pèse décidément la CEDEAO? Est-ce qu'on peut, peut-être, si on va revenir à vous, au niveau du Mali, Driss Mimenta, que pèse la CEDEAO aujourd'hui pour vous? Alors, Hubert, est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? J'ai mal entendu. Eh bien, voilà, je demande que pèse aujourd'hui la CEDEAO dans cette zone d'Afrique de l'Ouest, vraiment dans le tumulte des coups d'État, dans le tumulte des insécurités, dans le tumulte même de la démocratie, puisque, de la diplomatie, puisque pratiquement tout un ambassadeur français, c'est la première fois, est chassé, expulsé du Mali. Que pèse la CEDEAO dans cette zone? Alors, merci pour la question. La CEDEAO, c'est 15 pays, si je ne me trompe pas. Il y a la Guinée qui est partie parce que sanctionnée. Il y a le Burkina qui est parti parce que sanctionné. Il y a le Mali qui est parti parce que sanctionné. Donc la CEDEAO pèse déjà au moins 3 pays. Donc ça va être 12 pays. Les 12 pays, le Nigeria, qui est une force dans la CEDEAO, aujourd'hui est en reclusion. C'est-à-dire le Nigeria observe de loin. Et le Nigeria est un gros poids en CEDEAO. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau, nous avons des informations que nous ne pouvons pas dire ici, parce que nous sommes en public et nous restons Afrique Média, parce que Afrique Média donne des informations vérifiées. Mettons la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Mali, la Guinée, le Burkina ensemble. Il va rester 10 pays. Ces 10 pays, certains ne sont pas dans la zone CFA, c'est-à-dire le Ghana par exemple. Donc, qu'est-ce que pèse la CEDEAO? Je vais vous dire ce que pèse la CEDEAO. La CEDEAO pèse le nom de l'Union africaine. L'Union africaine a désavoué la CEDEAO au Mali. L'Union africaine s'est rendue au Mali, ce que la CEDEAO n'a pas fait. L'Union africaine a écouté le Mali, ce que la CEDEAO a refusé de faire. Et l'Union africaine appelle la CEDEAO à revoir sa position. Donc la CEDEAO pèse léger. Léger. 2. Aujourd'hui, vous voyez, l'écho a été plébiscité par l'ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Dramane Ouattara, installé armement par la France au détriment du peuple ivoirien. Il a présenté un projet de l'écho. Est-ce que vous en avez parlé? Non. L'ancien président de Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, tout récemment s'est offusqué de ce que leur réunion secrète puisse avoir des fuites. Qu'est-ce que pèse la CEDEAO pour le moment? Encore léger. Au-delà de ça, Dramane Ouattara, au niveau de la justice de la CEDEAO, nous avons écouté l'honorable, l'homme de loi, le professeur Mohamed du Mali, dire qu'ils allaient attenter un procès contre la CEDEAO pour abus de pouvoir, pour avoir pris des sanctions illégales contre le Mali et pour avoir tué des gens. Aujourd'hui, dans la justice de la CEDEAO, une plainte sera comptée contre ces chefs d'État qui ont pris cette décision. Contre ces chefs d'État qui ont pris cette décision. Au niveau de la justice de l'Union africaine, qui avait donné à M. Soro Guillaume, ancien partenaire de Ouattara, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, le droit d'aller aux élections, et que M. Dramane Ouattara a refusé. La CEDEAO, la justice de la CEDEAO avait donné ici sur Afrique Média un monsieur qui était congolais malien, si je me rappelle bien, dont les biens ont été volés par l'État de Côte d'Ivoire. Il a été grugé, il va apporter plainte à la justice de la CEDEAO. Ce monsieur, j'ai oublié son nom. Et son avion, l'avion de Air Ivoire ou Air Côte d'Ivoire, a failli être arrêté par ce même monsieur. Vous vous rappelez, le projet était ici à Afrique Média. Ce monsieur a gagné son procès au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO a donné injonction à la Côte d'Ivoire de répondre de ce que le monsieur soit dédommagé. Dramane Ouattara a refusé.
Draman Ouattara a donné une note pour dire que tant que lui, Draman Ouattara, ne veut pas quitus, aucune juridiction extérieure ou extra-État ne viendra se dans son pays. Donc, que vaut la CEDEAO? Hubert est tout dit. La CEDEAO ne vaut que à la Draman Ouattara et ses copains. La CEDEAO est illégale, illégitime. La CEDEAO n'a aucun pouvoir. Même l'armée de la CEDEAO, n'est-ce pas ces mêmes généraux qui l'ont envoyé aller voir au Mali? N'est-ce pas le Mali qui ne reconnaissent pas les autorités maliennes qu'ils ont envoyé la CEDEAO aller rencontrer? Regardez, monsieur le président de la Guinée-Bissau, il est allé rencontrer monsieur Doumbouya pour des rapports entre la Guinée-Bissau et monsieur Doumbouya de la Guinée, que la CEDEAO recuse. Alors vous voyez quoi? La CEDEAO ne pèse rien. La CEDEAO ne pèse que Draman Ouattara, le président du Ghana, le président du Niger, et puis quelques valets comme celui du Togo, et puis du Bénin. Donc en réalité, la CEDEAO ne pèse plus rien. Elle est discréditée partout. La jeunesse panafricaine qui va se rassembler demain à la place de la Bastille et au Burkina Faso ne respecte plus la CEDEAO parce qu'elle n'a pas de valeur. Il y a la CEDEAO des chefs d'État et la CEDEAO des peuples que nous sommes. Il y a la CEDEAO légale entre guillemets qui sont, et puis la CEDEAO légitime que nous sommes. Il y a la CEDEAO aujourd'hui des rapports entre peuples que nous représentons et le Mali, la Guinée, le Burkina Faso vient de nous montrer par A plus B que sans un seul pays au sein de la CEDEAO ne peut pas évoluer. La CEDEAO a sanctionné un pays frère pendant que l'Union européenne est unie, pendant que tous les autres peuples sont unis. Donc la CEDEAO ne pèse plus rien, elle n'est pas crédible, elle a perdu toutes ses valeurs. Et je dis bravo, bravo à Afrique Média, bravo aux médias qui accompagnent Afrique Média, bravo aux panélistes et bravo aux pays qui accompagnent Afrique Média, bravo à mes camarades qui sont là, parce que c'est le travail de la communication qui a montré aujourd'hui les limites de la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui est un corps d'amis dirigé par Draman Ouattara, ancien président de Côte d'Ivoire. Merci à vous, Kosisi. Alors, Nestor Podassé, pour vous, il y a donc, si on en croit Kosisi, Baba Nicolo, un conflit désormais entre la CEDEAO des dirigeants, des chefs d'État et la CEDEAO des peuples. Alors, pour vous, pourquoi cette CEDEAO des dirigeants ou des chefs d'État n'a pas pu sanctionner le Burkina Faso? Je dirais que pourquoi ils n'ont pas pu sanctionner le Burkina Faso? Parce que tout simplement, la France est celle qui dicte les lois à la CEDEAO des chefs d'État ce qu'ils doivent faire. Donc c'est pourquoi nous disons qu'ils ne sont pas crédibles. Vous voyez, non? C'est pour cela. Sinon, il n'y a pas autre chose, quoi. Parce que si nous regardons très bien, ils sont allés à Accra, ils ont sanctionné le Mali. Et dès qu'ils ont sanctionné le Mali sur les injonctions de la France, et selon l'article 4 de l'UEMOA, la France n'avait même pas le droit, et la CEDEAO n'avait même pas le droit de geler les comptes du Mali. C'est illégal au fait. Mais c'est comme Paris, c'est Paris qui a donné les injonctions. Donc, ils ont exécuté parce que le maître a ordonné d'exécuter, ils ont exécuté. Et quand ils ont exécuté, cette sanction du Mali a amené le peuple africain à être uni et debout. Vous vous rappelez de la grande marche que nous avons faite le 22 janvier. Et donc, ce jour-là, même à 19h, c'est vous qui m'avez pris en direct. Et ce jour-là, vous avez dit que j'étais trop tendu parce que vous ne m'avez jamais vu comme ça. Mais il fallait que je sois un peu dur ce jour-là parce que je vous assure que si ce jour-là, et Rock ne tombait pas, je vous assure qu'à l'air, soit j'étais en prison ou bien j'étais au Mali. Hein. J'allais me cacher pour me retrouver au Mali parce que c'est le seul pays à l'air là où je pouvais me refuser. Parce que j'ai un frère dans le renseignement qui m'avait envoyé un message, il dit, il faut tout faire pour que votre marche continue. Parce que si vous ne continuez pas et que vous reculez, et que le régime, vous n'arrivez pas à l'effrayer pour qu'on vous laisse tranquille, je vous assure que l'ordre a été donné de vous arrêter tous, vous les organisateurs de la marche. Et voici comment on a maintenu. Dieu merci, on a fait appel à l'armée de répondre. Et l'armée patriotique a répondu. Alors, donc, je vais répondre très rapidement. Il y a 3 volets qui font que la CEDEAO n'a pas pu sanctionner la France. Et la CEDEAO n'a pas pu sanctionner le Burkina Faso. Premièrement, la France a besoin du Burkina Faso pour gérer la zone très sensible des 3 frontières. Barkhane le sait bien, qui a replié tout son dispositif autour de cette région et qui aujourd'hui y apporte l'essentiel de son effort. Deuxièmement, le Burkina Faso fait partie du dispositif logistique de Barkhane qu'il appelle la voie sacrée. La France appelle la voie sacrée. Ce couloir logistique
qui passe par le Burkina Faso permet de ravitailler à partir d'Abidjan les forces qui sont déployées dans le G5 Sahel. Troisièmement, au Burkina Faso, il y a le PC de l'opération Sabre. C'est une très vieille opération, plus ancienne que Barkhane, des forces spéciales qui visent notamment ce qu'on appelle les cibles à haute valeur ajoutée. Tous les chefs djihadistes qui disparaissent le sont dans le cadre de ces opérations. C'est un général français qui dit ça à TV5 Monde juste le lendemain du coup d'État. Donc, ça veut dire que ce sont ces trois raisons principales qui a fait. Et puis, en plus de ça, Bolloré a mandaté Sarkozy. Ils sont venus avant-hier, c'est quel jour là, à Abidjan, avec Bouy, venir voir Alassane Ouattara pour dire de ne pas sanctionner le Burkina parce que le train passe par Abidjan pour venir, pour continuer à Niamey, pour ravitailler le Niger. Donc, le train, c'est Bolloré qui gère le train, la Citare. Il y a des remorques de Bolloré Africa Logistique qui ravitaillent le Niger par les marchandises. Deux passent par Lomé, d'autres passent par le port de Cotonou, d'autres passent par le Ghana, d'autres passent par la Côte d'Ivoire. Et tout ça, ça passe par le Burkina Faso. Donc, si on sanctionne le Burkina Faso, économiquement, le siège de l'UEMOA se trouve à Ouagadougou ici. Donc, tous les États, les 8 pays de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine, là, économique ouest-africaine, là, le siège se trouve à Ouagadougou. Donc, s'ils sanctionnent le Burkina, il y a problème. Donc, ils sont tous bloqués. Donc, d'ici, il y a deux hypothèses. Soit, c'est pour ne pas sanctionner le Burkina Faso, pour que le peuple ne se réveille pas brutalement contre la France, et puis maintenant, essayer de courtiser les nouvelles autorités qui sont là, afin qu'ils jouent les jeux. Ça, c'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est la raison. Deuxièmement, soit ils veulent faire la politique de diviser pour régner. On sanctionne le Mali et on dit, bon, Burkina, vous avez vu, on ne vous a pas sanctionné, on est avec vous, donc permettez-nous qu'on sert de votre pays comme base arrière pour déstabiliser le Mali. C'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est forcément ça la vérité. Donc, voici les deux hypothèses que moi j'avance. Et puis les trois raisons que le général français a dit. Et économiquement aussi, si on sanctionne le Burkina, toute l'Afrique de l'Ouest est paralysée. Parce que le Burkina, c'est le carrefour stratégique. Donc, je me dis que ce sont ces hypothèses-là qui ont fait, qui n'ont pas sanctionné la CEDEAO et le Burkina Faso. Mais la dernière, ça peut être aussi, comme ils ont sanctionné le Mali, on a manifesté de façon, tous les Africains ont manifesté dans tous les pays africains, qui a emporté au Burkina Faso, ça a emporté Roch Kaboré. Peut-être s'ils font une deuxième sanction, ça va emporter peut-être Bazoum ou bien Ouattara ou bien Fagne Singbe du Togo, on n'en sait pas. Donc la France va dire, plus je sanctionne, plus je perds mes valeurs locaux, donc mieux vaut stopper et puis maintenant essayer de voir si je peux négocier. Donc voici un peu comment moi je peux analyser la situation. Merci. Merci Nestor Podassi avec beaucoup de précision dans cette affaire. Vous nous revenez là que la France se trouve coincée dans son jeu de la superbe, de l'orgueil, de l'insolence, de l'arrogance, le mépris, car le livre est bien là, orgueilleux en Afrique comme la France. Drissa Mimenta, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que Drissa Mimenta est avec nous depuis le Mali à Bamako certainement? Drissa Mimenta, alors professeur Jean-Paul Bellec, vous avez très bien suivi les trois raisons pour lesquelles la CEDEAO n'a pas été pilotée pour que les sanctions tombent sur le Burkina Faso. Vous avez vu les deux hypothèses et aussi cette peur de la CEDEAO des peuples qui est désormais de vous. Oui, certes, mais je vois les choses autrement. Il faut d'abord que je rappelle à mes camarades sur Zoom qu'il faut bien écouter ce que les gens disent, quand bien même ce n'est pas votre tour de parole. Il faut quand même suivre toute l'émission. Je n'ai jamais dit, et ce serait contradictoire du point de vue mathématique, que les Français au Niger ne pourront pas faire quoi que ce soit contre le Mali. Je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai donné des éléments qui montrent que leur entreprise est un échec annoncé. C'est tout ce que je dis. J'ai mis en avant le fait que les peuples sont les mêmes, le fait qu'ils n'ont pas pu étendre la base de Kidal en y incluant le Niger, puisque là-bas aussi il y avait une rébellion Touareg, on va dire. Voilà. J'ai mis en avant d'autres éléments. Et donc, c'était pas pour dire que la France est des anges, ou depuis quand ils sont des anges. Et donc, et puis j'ai même montré qu'ils vont plutôt se replier au Niger, parce que pour moi, justement, j'ai des arguments maintenant, la voie du Burkina Faso est fermée.
Apparemment, elle est fermée. Donc, ils visent le Niger. Donc, leurs forces vont venir au Niger. C'est pas pour décorer juste les lieux, hein, mais c'est un échec annoncé. Et il n'est pas question de donner plus de force à la France qu'elle n'en a. J'ai parlé du fait qu'il y a les États-Unis sur place. Il y a l'Allemagne. Bon, maintenant, il y en a qui évoquent la Russie. Non, déjà leurs propres alliés. Faut pas donner plus de force à la France qu'elle en a, puisqu'on n'en a plus. Et nous sommes là pour taper d'autant plus, pour qu'elle tombe encore plus. Alors, donc, moi, je vois les choses autrement. Oui, allez-y. Voilà. C'est-à-dire que, il s'est posé à un moment donné la question, parmi nous, les panélistes, enfin, ceux que j'ai écoutés, parce que pendant un moment, moi, je n'étais pas là, mais j'écoutais quand même les autres, je dois me tenir au courant de l'actualité africaine. Il se demandait, est-ce que ce qui s'est passé au Burkina Faso est favorable pour le camp panafricain, ou alors c'est quelque chose de manigancé par la France-Afrique, justement. Il s'est posé. Eh ben, moi, je pense que mathématiquement, quand on regardait l'affaire, ça remettait en cause le fait que cela ait pu être manigancé par la France. Tout à fait. Puisque, et on le voit mieux maintenant, mais elle n'avait pas besoin d'attendre maintenant. Pourquoi? Parce que on sortait de sanctions contre le Mali, fermeture des frontières, et il y a eu un tollé de par le monde déjà au niveau des populations, même des pays qui sanctionnaient, voilà, des États qui sanctionnaient. Et comment voulez-vous qu'à ce moment-là, la même France, comme si ça n'était pas assez de ce qui se passait avec la contestation, avec le fait que c'était peut-être pas aussi bien pensé, rajoute, puisque les sanctions viennent d'un coup d'État, d'après eux, rajoute un autre coup d'État qui rappellerait d'autres sanctions de la CEDEAO. C'est-à-dire que mettre du feu dans le feu. Non, logiquement, ça ne tenait pas. Donc, ça veut dire que ce qui se passe au Burkina Faso maintenant, et qui explique, entre guillemets, cette modération, entre guillemets, de la CEDEAO vis-à-vis de Burkina Faso, vient du fait qu'ils veulent nous emmener dans la confusion, pour qu'on pense que, oui, peut-être que justement ce coup d'État-là, est favorable à la France. Donc, tourner le dos, ne pas apporter l'appui nécessaire au camp qui est en train de lutter. Parce que le coup d'État et des éléments qui prouvent aussi que ce n'était pas du tout manipulé par la France-Afrique, Diendéré n'a pas été libéré. Parce qu'il y en a qui tout de suite ont laissé courir le bruit que Diendéré est libéré. D'ailleurs, pour vous relancer, nous avons suivi toute la matinée, parce qu'en principe, il y a eu plusieurs tractations pour vous relancer tout simplement. Il y a eu des tractations. Le porte-parole, en fait, l'armée devait se déclarer, devait faire une déclaration pratiquement à partir de 9h, temps universel, 9h24. Mais cette déclaration n'a été faite que tard dans la soirée. D'ailleurs, j'étais en direct ici. Parce que justement, il y a eu un tweet de Roch-Christian Marc Kaboré qui tentait de rassurer, alors que le siège du parti était brûlé et que les partisans de Kaboré demandaient la descente dans la rue. Alors l'armée a été obligée de trancher net et court et d'éliminer certaines tractations qu'on n'a pas besoin de dire ici. D'accord. Je veux être dans ce sens-là aussi. Donc, c'est pour dire que, justement, entre autres choses, il y avait ce bruit de Diendéré qui est libéré, et d'autres bruits dont vous venez de dire, voilà. Donc le chef d'état-major a mis un communiqué directement pour démentir. Oui, c'est ça, parce que quand vous expliquez la confusion, on a stoppé ça. Voilà. Autre chose, c'est que la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, elle est ouverte. Elle est ouverte. Donc, ça peut parler dans le sens de ceux qui veulent fermer la frontière du Mali. Elle est ouverte. Donc, justement, la CEDEAO devrait sanctionner le Burkina parce que le Burkina a violé le sacro-saint de la CEDEAO, c'est fermer les frontières. Tout à fait. Donc, or, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça, jeunes patriotes. Écoutez bien. Même si le coup d'État n'a pas été pensé par des France-Africains, il y a une lutte interne entre, comme ce qu'on appelait nous les endocolons, y compris dans l'armée, et les patriotes panafricains. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas fini. Et cette lutte est très intense en matière de renseignement. Absolument. Donc nous, ici, nous devons apporter l'appui à ceux qui nous sont favorables. Et la CEDEAO, elle a fait le contraire pour essayer de s'aimer la confusion, de sorte que nous n'apportons justement pas l'appui et que nous sommes plutôt dubitatifs pour affaiblir ce camp-là qui sera obligé de faire des concessions. Parce que ça sera négocier leur vie. Parce que c'est clair que si c'est l'autre camp des Français qui l'emporte, leur vie est en cause. Donc négocier leur vie vis-à-vis par rapport à ces concessions. Non. Les patriotes tenaient bon, on a compris la situation. Et le signe fort, c'était d'ouvrir la frontière avec le Mali. Ça, c'est un signe fort. Ne pas libérer Diendéré et ce que Hubert vient de dire par rapport aux tractations qui avaient déjà commencé. Et donc, la CEDEAO croit s'aimer la confusion, mais ça ne marche pas. Autre chose que j'aimerais dire,
L'UMOA, c'est elle qui est liée au franc CFA, l'UMOA. Or, la CEDEAO, c'est plus large. Je me pose la question, bon, j'ai entendu tout à l'heure que le Nigeria observe de loin. Comment ça se fait que le Nigeria, qui n'a rien à faire avec le franc CFA, d'ailleurs qui conteste là, puisqu'il y a eu cette entrée de hold-up de l'ECO, voilà, l'ECO CEDEAO, qui a failli être remplacé par ce que nous appelons maintenant le Macron. Voilà. Donc, comment ça se fait que des États comme ça, puissants, première puissance économique du continent, ne disent rien et laissent faire un État faible comme la France? Si c'est la France qui devait agir, non, ce n'est pas la France qui agit seulement. Les choses se font à un niveau qui est largement au-dessus de la France. Et je dis qu'à ce niveau-là, la France a perdu. Elle continue à battre de l'aile à travers l'UMOA et le CFA et la France-Afrique. Mais c'est perdu. Donc, nous, notre problème, c'est d'encourager les nôtres à mettre à bas Bazoum. Pas de base militaire française là-bas, à mettre à bas Bazoum. Ne pas se décourager, ça j'ai entendu ça tout à l'heure. À encourager ceux qui luttent au Burkina Faso et rapprocher avec le Mali. Donc, si le lien ne peut pas se faire actuellement directement avec la Russie, comme le Mali l'a fait, et le Centrafrique l'a fait avant, ça peut se faire directement entre le Mali et les représentants de l'autorité de transition burkinabé, et également par les services secrets. Mais on va pas dire plus. Merci. Pour la situation au Niger. Merci. Alors, c'est vrai, Nestor Podassé est allé sur ces trois raisons, les deux hypothèses, et surtout Vincent Bolloré, qui en principe est en ballottage, serait en ballottage très défavorable si jamais des sanctions avaient été prises donc contre le Burkina Faso. On a d'ailleurs vu Air France en ballottage très défavorable, et la France allait supplier au Mali pour retrouver le poil de la bête, parce que l'espace était fermé, et c'est d'ailleurs pour ça que Nicolas Sarkozy, l'avocat de l'autre, est descendu de ce côté. Alors pour vous, Samuel Dionedor Yumbi, il y a forcément donc un rapport de force qui est établi dans cette affaire, à plusieurs dimensions possibles, c'est-à-dire avec la dimension des peuples, avec la dimension des intérêts, avec la dimension même de cette France-Afrique qui se fissure et qui se déchire de plus en plus. Et puis ajouter, M. Beitoundi, il y a aussi la déchirure au sein de l'Union européenne, dont, à cause de la politique de la France, elle est en train de remettre tout en cause au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est cette Europe-là qui est en train de se réveiller finalement sur cette Afrique pour voir comment, en ce 21e siècle, au bout de quelques mois, on voit deux décisions, 2 poids, 2 mesures, sur les mêmes critères. Et dans ces mêmes critères, on se pose la question finalement, cette France est une France mythomanique, c'est une France qui raconte de n'importe quoi sur les vérités dont les Africains sont en train de souffrir pendant 6 décennies. C'est que nous avons accepté cette souffrance parce que nos parents qui étaient là étaient des valets. Mais aujourd'hui, cette jeunesse aussi qui est là aujourd'hui, c'est celle-là qui ne veut plus laisser la possibilité à un Européen, à ces pays européens, de s'ingérer encore dans les affaires internes en Afrique. Donc, quand M. Nestor Podassé, qui apporte ces 3 critères qui sont quelque part crédibles, il faut le dire, mais quelque part aussi nous devons dire, la France est en train de vouloir sortir une manipulation dans la conscience des Africains, comme si elle veut démontrer que le coup d'État qui s'est passé au Burkina Faso, nous sommes à l'origine, le pouvoir qui est au Burkina Faso, c'est nous qui tenons ce pouvoir. Alors, quelque part, pourtant se cache à l'intérieur de cette non-sanction contre le Burkina Faso les jeux d'intérêt individuels de certains oligarchies. Parce que Bolloré représente l'intérêt de plusieurs oligarchies qui sont représentées par un chef d'État qui est en Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes en train d'ouvrir une brèche là qui est très sérieuse, parce que Nestor Podassé l'a dit, je vous relance tout simplement. Il a parlé de Blaise Compaoré, le négociateur intergalactique,
qui est désormais ivoirien, c'est-à-dire c'est lui qui jouait tout ce pont-là avec ces oligarques-là. C'est ça la réalité que nous sommes en train de voir. Parce que fermer le Burkina Faso, c'est afficher carrément la Côte d'Ivoire. Fermer une sanction, que ce soit de n'importe quel genre de sanction, c'est afficher la Côte d'Ivoire. Et afficher la Côte d'Ivoire, c'est tuer les oligarchies dans leurs intérêts personnels. C'est ça qui est l'enjeu qui se passe là aujourd'hui. Le voyage de Madame Flora. C'est la raison profonde pour laquelle c'est la raison profonde, parce que Burkina Faso n'est pas sanctionné. Aujourd'hui, quand vous voyez Monsieur le Président Macky Sall qui sort pour intervenir, c'est toujours un jeu de manipulation pour dire nous sommes tirés nous-mêmes une balle dans la jambe. Parce qu'aujourd'hui, si nous prions Dieu tout simplement que ces Africains soient apaisés avec la non-sanction que nous avons fait au Burkina Faso. Mais c'est une erreur parce que la machine est lancée, c'est là c'est une erreur. C'est une erreur parce que dans la tête, quand M. Macky Sall dit ceci, c'est parce qu'il est en train de se dire, ok, nous n'avons pas fait de sanctions, prions Dieu que les Africains maintenant du Burkina Faso ou bien de la sous-région puissent se calmer, mais c'est une erreur parce que la machine est lancée, la jeunesse est debout. C'est la jeunesse souveraine maintenant qui contrôle ce qui entre, ce qui sort sur les décisions de la souveraineté du peuple. Parce que les chefs d'État sont que là, ils sont constitutionnellement élus pour pouvoir veiller sur la constitution du Cameroun, pardon, la constitution de leur pays. Mais quelque part, c'est le peuple maintenant qui reprend maintenant la place de la souveraineté face aux chefs d'État pour leur dire vous n'allez plus signer n'importe quoi sous nos noms pour nous faire souffrir ou bien pour nous ensevelir. Et c'est là où on voit que la CEDEAO maintenant veut jouer maintenant ce jeu de dupe. Est-ce que cela ne fait pas un lien avec cet ambassadeur de France? Je rappelle d'ailleurs que c'est le même ambassadeur, pas le même, mais là c'était M. Thibault qui était en ce temps-là, qui avait signé l'accord de défense, représentant l'État du Burkina Faso face à l'État français, l'État du Burkina Faso étant représenté par un ministre délégué à la Défense. C'est lui qui est en train de distribuer de l'argent qui ne passe même pas par les finances burkinabées, mais qui passe par l'ambassade vers les populations. Est-ce que ça va toujours dans ce jeu? Et tout ceci, on veut aliéner une déchirure, on veut aliéner certains jeunes pour qu'ils se déchirent entre elles sur la cause qui est installée depuis une décennie aujourd'hui. Quand vous imaginez qu'une France, une ambassade européenne interpelle les Africains, venez chercher de l'argent. Tu ne pourras pas venir prendre mon argent que je ne donne pas les conditions que je vais te donner mon argent que tu ailles faire dans la rue. Ça veut dire, venez prendre de l'argent pour aller défendre maintenant contre ceux qui veulent nous faire partir parce que le départ de l'ambassadeur du Mali, c'est pour une première en Afrique. Nous n'avons pas vécu ceci depuis plus de 60 ans. Si tous ces aïeux qui sont décédés, les Modibo Keïta, les Nkrumah, et tous ces chefs d'État qui sont partis, s'ils pouvaient imaginer qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, il y a un État africain qui a fait partie en 72 un chef d'État européen, je pense que leurs âmes sont réveillées en nous et nous en sommes fiers pour leur passer ce message qui a été fait par le gouvernement de transition du Mali, par la décision du président de transition, M. Assimi Goïta, pour faire partie de cet ambassadeur. Ça nous démontre quelque part la légitimité de notre lutte et que nous devions plutôt veiller maintenant sur les jeunes colonels du Burkina Faso. Pour le lui dire. Il faut veiller sur lui. Il faut veiller sur lui. D'ailleurs, en veillant sur lui, j'espère bien qu'il nous suive, ce colonel, qui d'ailleurs a commis un très bon livre, d'une réflexion assez approfondie, très approfondie sur la situation du Sahel. Il a d'ailleurs dit qu'il n'y a pas de réponse jusqu'à présent. Ça veut dire que Serval, Barkhane n'ont rien servi. Est-ce que c'est permis que l'ambassade de Burkina Faso se mette à distribuer l'argent comme ça là? Justement, c'est là où je t'ai dit, je suis en train de dire, M. Bentoundi, que nous devions veiller sur lui pour voir comment il va se démarquer. Parce qu'il est inadmissible que, monsieur, vous, le colonel, vous avez fait un coup d'État. Ce coup d'État, jusqu'à présent, Marc Kaboré est parti. Nous connaissons
comment il naviguait avec la France, mais que vous soyez... Il restait toujours en résidence surveillée. Jusqu'à présent. La CEDEAO a demandé la libération hier. C'est une ambassade, l'ambassade de la France, dans votre pays, dans votre territoire souverain, qui se permet d'interpeller maintenant les associations pour leur distribuer de l'argent. Vous pensez que ça, les autorités doivent prendre, assumer leurs responsabilités par cet argent? Est-ce que légalement c'est permis? C'est pas permis, monsieur Bertoundi. C'est des associations qui apportent le soutien. Vous avez vécu à la diaspora. On va repartir dans le grand zoom tout à l'heure avec Okosisi. Est-ce que une ambassade, par exemple camerounaise, peut se mettre à distribuer l'argent en France aux Français? Dans les lois sur les associations, oui. Les ambassades n'ont rien à y faire à l'intérieur parce que les associations sont apolitiques. Oui. Donc, on a la logique que les ambassades, telles que ce que nous avons vu encore en Centrafrique, la complicité des ambassades avec des mercenaires. Donc, voici l'ambassade de la France au Burkina Faso qui veut fabriquer les mercenaires internes au Burkina Faso. Donc, ce qui devient très, très difficile, que nous devions bien dire à ce jeune colonel. Malgré que vous avez fait des livres, c'est très beau quand on les lit, quand on lit ces livres, mais la pratique maintenant doit être cohérente avec votre livre parce que ce qui est sûr aujourd'hui, les enjeux sont tellement importants, même s'il n'y a pas eu une condamnation de la CEDEAO vis-à-vis du Burkina Faso, il faut aussi rappeler que la CEDEAO a perdu face, et tel qu'elle a perdu face, il y a un jeu stratégique qui est en train de se de faire surface aujourd'hui pour pouvoir remettre la CEDEAO et protéger les intérêts de cette oligarchie et remettre maintenant au sein de la population une nuisance qu'il y aura deux camps. Pourtant aujourd'hui il y a un seul camp et le seul camp c'est le camp panafricaniste, c'est le camp où la jeunesse est debout pour sa dignité, pour sa souveraineté. Donc ne nous trompons pas de donner confiance à 100% à ce jeune colonel, mais plutôt attirons l'attention à ce jeune colonel que nous voulons voir ses pratiques sur le terrain, dans ses prises de décision, parce que c'est trop flagrant délit de voir M. Macky Sall qui sort aujourd'hui pour dire ces sanctions que nous avons faites sont trop et sont inappropriées. Sont inappropriées quand c'est vous qui les avez signées. J'ai été le premier à le dire ici que j'étais très content quand la décision du 9 janvier avait été faite, que les 15 chefs d'État qui étaient les chefs d'État à la réunion extraordinaire ont sorti ces décisions sur les sanctions contre le Mali. J'avais dit ici sur ce même plateau Afrique Média que c'était la joie pour moi que ces chefs d'État ont donné la feuille de route que l'Union européenne, sur couvert de la France, ont sorti dans l'illégalité une décision pour pouvoir déstabiliser encore de plus et détruire cette Afrique. Alors aujourd'hui que le même Macky Sall qui était signataire, on avait compris Macky Sall à ce jour, venir encore dire non, c'est tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que les peuples sont debout. Oui. Aucune décision ne pourra plus se faire derrière le peuple. Aucune décision ne pourra plus se faire par rapport à cette souveraineté du peuple qui nous élisent. Donc aujourd'hui, la jeunesse a pris son sens de maturité dans ses responsabilités pour dire aux Européens aujourd'hui, comme on les voit maintenant, ils viennent maintenant individuellement, ils ne viennent plus au nom de l'Union européenne. C'est chaque pays qui vient maintenant dans chaque couloir pour pouvoir intervenir et condamner la France, tout simplement parce qu'ils ont compris que nous avons affaire à ce 21e siècle avec une jeunesse africaine mature. Repartons très rapidement dans le grand zoom. Vous venez tous, les panélistes, d'évoquer des choses assez sérieuses. Et je rappelle d'ailleurs ça, je l'assume, je rappelle lourdement au peuple français que le temps, en réalité, de la sous-humanisation, de l'utilisation ou de l'usage des Noirs comme des choses est terminé. Il est révolu depuis et que ceux qui pensent et qui disent toujours et qui pensent que leur discours est vrai, que l'Afrique a une dette pour la France, Thomas Sankara avait fatalement et franchement raison.
c'est plutôt la France qui a une dette de sang pour les chefs d'État tués, pour les génocides et autres. Il serait donc pas acceptable, et nous allons mettre ces images au goût du jour, que nous voyons encore, parce qu'on a chassé un ambassadeur d'un pays africain, qu'on voit des Africains humiliés, traités de manière sous-humaine. Nous nous réservons pour l'instant pour ces images, mais nous serons obligés de les mettre au goût du jour pour que chacun soit devant ses responsabilités. Alors, repartons au Burkina Faso avec vous, Nestor Podassé. Alors, l'argent qui se distribue à ciel ouvert par un ambassadeur de France au Burkina Faso, est-ce que cela légalement est permis? Pas permis. Je pense que c'est une défiance de la part de la France à l'endroit de nos nouvelles autorités. C'est pour cela que nous organisons la marche de demain pour soutenir d'abord les autorités qui sont là et pour dénoncer la CEDEAO et son parrain, la France. Nous avons dit Roch est parti qui est son valet locaux. La deuxième chose, la France et ses clics et ses claques doivent plier bagage du Burkina Faso. Les bases de Cambouessé là, de l'opération Sabre là, doivent quitter ici. Et on ne veut même plus les G5 Sahel, on ne veut plus les forces Barkhane ici, n'ont pas parti. C'est pour cela, en novembre, nous avons donné le coup d'envoi en bloquant le convoi de l'armée française ici. Pendant 2 semaines, ils sont bloqués. On a vu des soldats français tomber comme des mouches parce qu'ils ont tenu 24 heures sans manger. C'est là, ils ne vaut rien, ces gens-là. Ils nous intimident seulement, sinon ils ne peuvent rien. Donc, l'argent qu'ils sont en train de distribuer, nous avons fait des vidéos, nous avons fait des vocaux dans nos groupes WhatsApp. Nous avons alerté, dans tous nos forums, nous avons alerté de ne pas aller prendre des panafricains. On ne veut pas voir un mouvement panafricain là-bas. Si nous, on te voit à l'ambassade là-bas, tu es banni de nos rangs. Donc, nous avons été très clairs. Nous ne voulons pas voir des panafricains là-bas. Peut-être, ce qu'on a amené à Montpellier faire théâtre dans le mois d'octobre, peut-être ils pourront aller. Puisque s'ils ont eu le courage de prendre avion, aller à Montpellier, causer avec le grand Macron-Napoléon, bon, aller à l'ambassade prendre l'argent. Moi, je me dis que c'est leur maison habituelle, puisque c'est l'ambassade qui les avait sélectionnés, ils sont partis. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Donc, c'est des mercenaires endogènes que la France veut fabriquer pour casser notre lutte, comme ils ont fait en 2014. Mais cette fois-ci, il y a Afrique Média, il y a les réseaux sociaux, on reste vigilant. Merci à vous, Nestor Podassé. Directement au Kosisi Baba Nicolo. Je crois que la marche de demain, en fait, les manifestations de demain ont trait à cela. Il y a quand même dans ces actes que la France multiplie dans des pays. Bon, mon ami Yam Timba, que je salue ici en passant, dit que la France se sent toujours en colonie dès qu'il y a les ambassades, les ambassadeurs, que ce sont des colons sur place. Alors, est-ce que c'est possible là-bas, à l'étranger, qu'un pays africain, un ambassadeur se mette à distribuer de l'argent comme ça aux populations résidentes? Alors, moi, Hubert, je tiens à te tirer mon chapeau. C'est vrai que il y a longtemps, je ne t'ai pas vu. Je te réitère la bonne année que tu m'avais souhaitée. Mais ce soir, tu fais une émission vraiment excellentissime. Avant de répondre à cette question, je voulais dire au doyen Jean-Paul Melek que, comme on dit chez nous en Afrique, quand les anciens sont assis, c'est qu'ils voient, même un jeune qui monte sur la montagne, il ne peut pas voir. Donc, autant pour nous, si nous avons surfé sur les mots, mais c'est une autorité. Maintenant qu'il a défini et l'a expliqué, nous avons compris, je tiens à lui présenter toutes mes excuses. Alors, l'autorité Samuel, il a dit beaucoup de choses que je voulais continuer. Mais avant, j'ai écouté votre cri de cœur et votre indignation en tant qu'Africain concernant cette vidéo que nous avons tous reçue d'une jeune dame noire dans une arène de personnes de race blanche, comme on peut le dire, être en train de se faire pisser dessus. Nous avons tous reçu cette vidéo, mais vous voyez, aujourd'hui, la communication, la manipulation et la propagande de toute vidéo peut venir de toutes parts. Donc vous avez été très intelligent, vous avez été très professionnel de conserver quand même, non seulement dans la parole, cette image, et nous allons en parler. Parce que pour moi, cette image peut être une comédie, cette image peut être une théâtralisation de quelque chose, cette image peut devenir beaucoup de choses. Donc, bravo à Hubert Etondi et bravo à votre équipe. Quand je finis de dire ça, revenons maintenant à la question qui est notre sujet. Vous voyez, aujourd'hui, le Burkina Faso
le Mali, la Guinée, sont des pays qui ne m'ont pas soutenu moi, Nicolas qui ne voit rien hier, 10 ans en arrière. Donc je serai la dernière personne à rester auprès des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens et de mener le combat. Mais je le fais parce que nous avons ce qu'on appelle l'humanisme. Nous avons ce qu'on appelle l'espérance de vie. Et nous avons ce qu'on appelle la réalité des choses. Le président Gbagbo disait hier que lorsque une maison a attaqué, la mairie de la A, et ainsi de suite. Quand il est sorti de prison, il a dit au Ghana, face aux interrogations du journaliste, que la meilleure chose, la meilleure création de la CEDEAO, la meilleure chose qui est bonne de la CEDEAO, c'est sa création. Aujourd'hui, je suis content que Afrique Média nous réunisse en tant que panafricains du Cameroun, de la Guinée, du Mali et j'en passe. Il y a des dames que je regarde intervenir ici comme Amina Traoré, qui est une femme de feu, que j'admire. Malheureusement, j'ai jamais eu la chance de la voir en météo, ça, et Madame Linda, et j'en passe. La société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le Niger, géré par la France aujourd'hui, parce que Bazoum est un vassal de la France. La Côte d'Ivoire, gérée par la France, parce que Dramane Ouattara est un vassal de la France. Macky Sall, géré par la France, parce qu'un vassal de la France. Et les autres, j'en passe. Hubert, cher Hubert, le sommet de la CEDEAO, pourquoi ils n'ont pas sanctionné le Burkina? Nestor l'a dit. Quand vous posez la question de savoir, est-ce qu'en Europe ici, une ambassade peut partager l'argent? Non. Donc, grand frère, Hubert, en Europe ici, le cash, il est mesuré, il est calculé. Le cash. En Europe ici, tout se fait de façon électronique, judiciaire. L'argent en cash ici en Europe, il n'y a que des trafiquants, des businessmen qui le possèdent. Pour avoir plus de 5 000 € ici en cash, mais n'importe quelle autorité peut vous poser des questions. Il n'y a que des trafiquants, des gens qui sont dans les business qui peuvent le contenir. Et pour le contenir, il faut qu'il y ait un document qui te donne la permission de le contenir. Donc, la question que vous posez, c'est que l'Europe, la France, ils voient les Africains comme des affamés. Ils voient les Africains comme des gens corruptibles. Or, pour être corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Mais la France a été notre pays colonisatrice. La France, c'est celle-là qui nous a fait parler le français. La France, aujourd'hui, nous a inculqué le christianisme. Les Arabes nous envoient l'islam. Mais l'éducation que les jeunes Africains ont aujourd'hui, qu'ils soient musulmans, chrétiens et j'en passe, à part les gens comme nous, les bossonistes, qui sont restés lucides, cette civilisation vient d'où? Donc s'il y a des corruptions en Afrique, c'est parce que les Français sont les premiers corrompus. Et c'est les premiers corrupteurs. Les Français sont très corrompus, très corrupteurs. Madame Parly, dont vous parlez tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une voleuse. Je demande je prends au défi à quiconque de démentir ce que je dis. Tapez sur Internet, scandale Parly, vous allez voir. C'est une voleuse. C'est une femme qui a ville d'argent. C'est quelqu'un qui est de société en société de SNCF, est passé à l'aéroport, comme les politiques français qu'on retrouve le lendemain dans les histoires de scandales d'argent ou de corruption. Les Français, c'est des voleurs, c'est des corrompus. Donc, oui, en Afrique, ils peuvent le faire, mais en Europe, ça ne se fait pas. En Europe, aucune ambassade ne peut sortir et puis partager de l'argent comme le fait chez nous Douk Saga, partager de l'argent comme le fait au Nigeria dans leur coutume chez les Igbo, partager de l'argent comme certains peuples au Cameroun le font. Non, ça ne se fait pas ici. Dès l'instant que vous commencez à sortir le cash, mais il y a des lois qui vous poursuivent, qui vous demandent des explications. Ça ne se fait pas ici. Donc, grand frère, Hubert Etondi, je t'appelle grand frère parce que c'est mon pote. En Europe ici, le cash ne se voit pas comme ça. Pour aller payer un bonbon, vous avez votre carte bancaire, vous mettez. Pour donner l'argent à votre femme, ou à votre copine, ou à votre enfant, vous faites le transfert. Il faut qu'il y ait des traces. Donc non, cette question, en France ici, ou en Europe, ça ne se fait pas. Pour finir, excusez-moi de le dire, je veux m'adresser au peuple ivoirien, s'il vous plaît. Aux Ivoiriens, je vais dire que l'harmattan ouest-africain, dont le Mali porte le flambeau aujourd'hui, la Guinée, le Burkina que nous saluons,
est une bonne chose. Il faut que les Ivoiriens comprennent que notre armée est une armée, comme je dis, coupée, clouée, raccommodée, une armée foufou, une armée Kinshasa. Les Ivoiriens, en tant que soldats, ne peuvent pas se lever. Parce qu'en deux Ivoiriens, il y a deux non-Ivoiriens qui sont mieux armés. Tout à l'heure, vous êtes en train de parler de comment se fait-il que la dame se trouve au Niger, mais elle est au Niger justement pour fomenter notre coup. Donc, camarade Hubert, vraiment merci pour l'occasion que vous nous donnez, pour dire aux Ivoiriens et à l'Afrique que le jeu de la CEDEAO est fini. Si l'Union africaine se désolidarise de la CEDEAO est finie. Si l'Union européenne se désolidarise de la France est en train de finir. Mais il faut qu'on soutienne Damiba. C'est la dernière étape pour finir. Tout à l'heure, l'inquiétude du grand frère Jean-Paul était de savoir si le colonel Damiba était avec le peuple. Vous savez, si le colonel Damiba n'est pas avec le peuple peut s'accaparer de cette lutte et faire de ça sa lutte. Si Assimi Goïta n'est pas avec le peuple du Mali, le Mali peut s'accaparer de sa lutte et faire de ça sa lutte. Si Doumbouya n'est pas avec le peuple guinéen peut s'accaparer. Pourquoi? Quand le peuple sort massivement et le peuple inculque sa force de rassemblement, de mobilisation, automatiquement, ces Guinéens, ces Burkinabés, ces Maliens qui sont patriotes sont obligés de se ranger. Parce que c'est le peuple qui est dans la liste. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut soutenir nos frères. C'est des patriotes. Il faut leur donner le bénéfice du doute. Il faut les accompagner. Il faut qu'on se mette entre ces soldats-là et la France. Il faut qu'on se mette entre ces soldats et les politiques. Il faut qu'on se mette entre ces soldats et les forces extérieures qui peuvent influencer sur eux. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons reculer 100 ans en arrière. C'est ce que je t'ai dit. Ne regardez pas la tête du patriote qui glide. Mais il faut regarder la force du peuple. Car le peuple, aujourd'hui, cette jeunesse-là, est la jeunesse qui va libérer toute l'Afrique et l'Afrique de la volonté avec. C'est ce que je t'ai dit. Merci à vous, cher Okosisi Baba Nicolo. Vous faites bien de le dire, hein, vous avez trahi ses amitiés, c'est bien fondé, merci. Une fois encore, bonne heureuse année, vous n'étiez plus sur les plateaux, très actif sur le terrain d'ailleurs au cœur des manifestations de demain en France et naturellement aussi au Burkina Faso, puisque Nestor Podacé vient de le rassurer et vous avez déblayé là pratiquement le soutien qu'il faut faire pour ne pas travestir la révolution en marche. Merci à vous, on n'a pas pu travailler avec Hamzar Suleiman, pas grave, c'est un problème de connexion, on va certainement revenir peut-être demain sur d'autres questions avec aussi l'ancien député Oumarou Ousmane du Niger. Merci pour votre contribution à cette édition du Mérite panafricain des chefs d'État du continent. Driss Amimenta nous a justement quittés. C'est pas Amina Traoré, c'est plutôt Amina Fofana que nous saluons, qui suit d'ailleurs cette émission actuellement dans cette ville mythique de Kati. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, on est en train de partir de cette édition. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur les deux situations? D'abord, cette situation de Florence Parly, qui cherche malencontreusement une base arrière, une reconstruction et autres, qui vous avez démontré que c'est pas très évident. Oui, mais moi je ne suis pas un esprit confus et je ne comprends pas pourquoi Baba Nicolo, même dans sa dernière phrase, il me prête une intention qui n'est pas la mienne. Je n'ai jamais dit que je m'inquiétais de ce qui se passe au Burkina Faso. Au contraire, j'ai affirmé que tout montrait mais qu'il y avait une lutte de rapport de force, il faudrait qu'on favorise les nôtres. Donc ceux qui ont fait c'est la même chose qu'il dit aussi. Non, parce qu'il dit comme si je m'inquiétais de... Bon, Jean-Paul, allons-y sur ce qui est essentiel. Non, Jean-Paul Bellec est quelqu'un de très clair. Donc pas de confusion. Je suis mathématique, moi. Voilà. Alors, maintenant, Madame Parly, puisqu'il faut conclure là-dessus, je vais présenter, c'est terminé sur une note d'humour, si tu me permets, Hubert. Il y a dans certains endroits perdus en France, lorsqu'un noir se pointe, le paysan qui n'a jamais vu, il regarde. Et vous vous demandez, mais il cherche quoi? Il cherche la queue. Il cherche la queue, Hubert. Puisque tu es un singe. Où est ta queue? On les a habitués à ce que les Noirs sont des singes. Parce que nous sommes des singes, il faut les cris de singe à un stade. Ils cherchent où est la queue. Vous revenez là vous allez voir pourquoi à la bulle de Nicolas V. Attendez, un peu de patience, je vais chuter, je chute là. Je veux juste lui qui avait dit que ça c'était des animaux qu'il fallait tout simplement... Je vais terminer sur une note d'humour.
Le problème est que c'est comme l'élite, donc Florence Paris, entre guillemets, élite politique française, qui n'y comprennent rien. Échec et mat. Le monde a changé, ils lisent pas les choses telles qu'elles sont. Un grand singe n'a pas de queue. Donc moi ça me gêne pas d'être un singe, puisque tous les humains dans ce cas sont des singes. Mais un grand singe n'a pas de queue, Hubert. Le chimpanzé n'a pas de queue. Le gorille n'a pas de queue. Le orang-outan n'a pas de queue. Aucun grand singe n'a de queue. Donc même étant singe, comment tu fais que tu cherches la queue? Tu cherches la queue parce que tu es un ignorant. Tu es un abruti. Un grand singe n'a pas de queue. Voilà ma chute. Merci à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Je rappelle quand même que Kosisi Baba Nicolo et vous êtes sur la même longueur d'onde et qu'il vous a justement présenté les civilités du droit d'aînesse comme cela se fait en Afrique. On est parti de là. Alors, Samuel Dionodor Yumbi, je vous vois sourire. Vous n'avez pas commencé là, vous n'avez pas terminé où vous avez commencé. Vous avez commencé par Yaoundé, le président Paul Biya, victoire sur l'organisation, victoire sur la tenue de la CAN. Bon, l'équipe a glissé peut-être au tir au but en demi-finale. On est passé de là. Alors, dans cette situation, Florence Paris et la CEDEAO qui est pratiquement pris en tenaille. Monsieur Betoundi, pour les mots de la fin, nous devons tout simplement nous remettre, nous galvaniser de nouveau. Qui touche un Malien a touché l'Afrique. Et tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger, c'est tout simplement les valeurs méritées que la jeunesse africaine a pris conscience et ne veut plus de la France sur son sol. Elle aimerait dans le futur une nouvelle reconfiguration des traités de la collaboration entre les pays amis comme la France, les pays européens. Même aujourd'hui, en 2022 que nous sommes à l'intérieur, nous sommes face à une guerre communicationnelle, une guerre médiatique, une guerre sur tous les plans et nous devons plutôt être prêts pour avertir à tous nos chefs d'État qui ne prendra pas les mesures pragmatiques, déterminantes, comme le président de transition Assimi Goïta, comme le président Touadéra en Centrafrique, qui viendra pour pouvoir jouer au valet pour nous dire qu'il est panafricain et pourtant il ne l'est pas, va se retrouver dans son village parce que le peuple va lui déchoir de son fauteuil dont les suffrages sont remis par ce même peuple. Nous sommes prêts à déchoir tous les chefs d'État qui ne sont pas panafricains, même ceux qui y sont déjà actuellement. Le vent va tourner vers là-bas. Il y a eu le printemps arabe. Nous sommes au printemps de la CEDEAO. Le printemps de la CEMAC est en train de démontrer que les chefs d'État de la CEMAC ont apporté une contribution déterminante pour la lutte panafricaine. Nous voyons ce qui se passe dans ces stabilités panafricaines au niveau de la CEMAC et l'instabilité panafricaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et heureusement, fort heureusement pour nous, qu'il y a ce chef d'État de transition du Mali qui est Assimi Goïta, avec toute cette population africaine et de l'intérieur, les hommes comme des femmes dynamiques sont en train de démontrer que la contamination qui va se faire au Burkina Faso va suivre au Niger et va suivre encore même jusqu'au Tchad, qui est aujourd'hui que nous nous posons la question, que fait Bozizé au Tchad? Bozizé est poursuivi par la Cour pénale internationale. Nous ne devions plus accepter encore que ces chefs d'État qui ont semé les troubles se retrouvent là-bas pour apporter encore la déstabilisation, pour amener au meurtre du président Touadéra. Donc aujourd'hui, Madame Florence Paris, qui est en train de partir encore au Niger, c'est une provocation. Nous, jeunesse africaine, panafricaine du Niger, debout comme un seul homme pour dire non à cette visite et dire non à tous les gouvernants qui sont encore alliés avec la France pendant que nous demandons que la France doit sortir
tous derrière la grande Russie que nous appelons de notre souveraineté, que le pays que nous choisissons pour venir, pour qu'ensemble nous puissions nous développer, sortir de cette pauvreté, ne plus reprendre le chemin de la mer. Pourtant, c'est nous qui avions tout pour aller faire des sales boulots, des sales besognes en Europe, pensant que c'est l'euro, ce papier, ce bout de papier qui est important. Pourtant, nous pouvons nous-mêmes, ici en Afrique, imprimer notre argent par rapport aux qualités de ressources naturelles que nous avons ici pour pouvoir dicter au monde entier les valeurs marchandes qui nous permettront de trouver du travail et de trouver les possibilités de bien vivre. Aujourd'hui, nous pensons tout simplement que le Mali aujourd'hui fait référence dans cette lutte et que les chefs d'État qui sont aux alentours, qui ne veulent pas s'aligner, vont tomber, et je ne vais pas citer les noms ici, parce que le peuple est souverain. Merci à vous, Samuel Dionodor Yumbi, et à vous, professeur Jean-Paul Bellec, et pour justement parler en direction du monde, aucun noir n'a jamais eu de queue. C'est une tromperie, une illusion rendue possible par Nicolas V. C'était un pape de l'Église catholique qui avait cru savoir que les Noirs étaient des singes, que c'était des choses vendables, et cela est révolu. Et c'est pour cela que cette vidéo qui a circulé, vous avez, merci à Kosisi Baba Nicolo, vous avez vu avec quelle circonspection j'ai dit cela. Ben, c'est des choses que nous n'allons plus jamais tolérer. Si elles venaient à prendre cours, nous allons les exposer et chacun tiendra compte de ses responsabilités. C'est de ça dont il est question, puisqu'il est hors de question qu'on continue à marcher sur le noir en disant qu'il est un bien meuble, qu'on doit le vendre. Nicolas V, s'il a rencontré Dieu, Dieu lui aurait certainement dit que le noir n'a jamais eu de queue. C'est une illusion pour le peuple, donc, et c'est surtout la France qui se présente de cette manière, orgueilleux comme la France en Afrique, c'est-à-dire méprisant, insolent, arrogant, ridiculisant en principe les Africains, surtout de ce précaré français, les traitant comme de moins hommes, les aliénant et les inculquant cette aliénation qu'ils ont aujourd'hui dans la tête. Nous pensons que c'est terminé. Cette affaire est révolue. Le son qui vient du Mali est irréversible. Celui qui vient du Niger et du Burkina Faso et qui va prendre désormais la place du monde est irréversible. C'est le temps de la liberté et de la vérité. Pour qu'en réalité, chaque dignité, chaque race se comporte devant l'autre avec dignité, avec ce qui est d'ailleurs déclaré au fronton de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire la dignité humaine. C'était le mérite panafricain des chefs d'État du continent, ceux-là aujourd'hui qui d'ailleurs, en principe, le président Paul Biya du Cameroun, lui qui vient d'organiser une CAN exceptionnelle, contestée et non voulue par ces mêmes réseaux, l'a bien dit en célébrant le maréchal feu Idriss Déby Itno en disant que le panafricanisme aujourd'hui, la toile de fond et sinon l'arme avec laquelle les Africains doivent désormais manifester leur liberté et atteindre leur véritable indépendance et leur autonomie. Madame, salut, monsieur, bonsoir.